Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission baptisée l'Hebdo. Nous nous retrouverons une fois par semaine pour parler notamment de l'actualité de la semaine qui vient de s'écouler, de la semaine qui va arriver, avec bien évidemment nos chroniqueurs. Et au programme de cette émission d'aujourd'hui, nous reviendrons sur la reprise des championnats de sport et notamment de football avec Valentin Van Cutsem qui nous détaillera bien évidemment le protocole sanitaire très strict qui entoure la reprise du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Les jeux vidéo aussi seront au cœur de cette émission avec notre nouveau chroniqueur Baptiste qui reviendra sur un duel qui oppose deux géants du milieu. Le premier, c'est celui qui s'occupe de Fortnite, Epic Games. L'autre, c'est Apple qui développe notamment les iPads et les iPhones. Eh bien, ces deux-là ne s'entendent plus, vous allez le voir dans un instant. Et puis nous terminerons bien sûr avec la chronique cuisine de Emeline Monnier qui vous a préparé aujourd'hui un excellent plat, vous le verrez. Mais avant de développer tous ces sujets, nous sommes aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, depuis Dinan. Donc nous allons tenter à chaque émission d'aller à votre rencontre dans différentes villes de la France. Donc Dinan qui est située, vous le voyez sur cette carte, dans les Côtes d'Armor. Dinan, la ville, compte 11 000 habitants. Et parmi les personnalités liées justement à cette ville, Danielle Mitterrand, elle a étudié en effet au collège Roger Vercel dans cette même ville. Juste avant de retrouver Baptiste, une nouvelle chronique encore, c'est notre chiffre du jour. Et aujourd'hui, vous allez le voir, il s'affiche par ici, c'est le chiffre 2000. Et pour savoir à quoi il correspond, un petit indice sonore. Vous aurez bien évidemment reconnu la chanson d'Annie Cordy, Tata Yo-Yo. Ce chiffre 2000 correspond bien évidemment à cette chanteuse qui nous a quittés le 4 septembre à l'âge de 92 ans. 2000, c'est le nombre de chansons qu'a chanté dans sa carrière Annie Cordy, donc un chiffre exceptionnel bien évidemment. On passe maintenant à notre chronique technologie avec le nouveau venu Baptiste. Baptiste maintenant nous a rejoint et vous le voyez, on respecte les gestes barrières, donc je mets mon masque. On va donc maintenant parler de jeux vidéo et une bataille fait rage dans ce milieu. Pour en parler, donc notre nouveau chroniqueur Baptiste nous a rejoint. Bonjour Baptiste. Alors déjà, explique-nous les enjeux de cette bataille entre donc Epic Games et Apple. Écoute, bonjour Valentin et merci de m'accueillir pour la première fois dans l'équipe de Valinfo. En effet, donc pour vous resituer un petit peu le contexte, Epic Games est un des acteurs les plus influents du monde du jeu vidéo. Le jeu Fortnite, donc un Battle Royale, a totalisé plus de 350 millions de joueurs depuis sa sortie en 2017. Créateur de Fortnite, le studio Epic Games s'est allié à d'autres géants du numérique tels que Tinder, Netflix ou encore Spotify pour contrer Apple dans sa politique jugée abusive de taxes. Alors justement, une taxe fait notamment polémique et est dans le viseur, c'est la taxe dite taxe Apple. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette taxe ? Alors tout à fait, cette taxe établie par Apple concerne toutes les applications qui sont disponibles sur le store maison d'Apple, soit l'App Store. Vous n'êtes pas sans savoir que pour télécharger une application sur votre smartphone ou sur votre tablette, il est nécessaire que celle-ci soit validée par celui qui la distribue, en l'occurrence Apple. Et c'est lui qui va fixer ses propres règles et qui veille à les faire respecter par les développeurs d'applications. Le business model d'une application gratuite comme Fortnite ou Spotify est assez simple au final. Vous téléchargez l'application gratuitement et si vous voulez accéder à des services supplémentaires, vous pouvez effectuer ce que l'on appelle des achats in-app ou qui se présentent sous forme de microtransactions au sein de l'application. Alors, la taxe Apple qui fait justement polémique entre en jeu. La marque à la pomme demande à chaque microtransaction 30% de l'intégralité des gains. En contrepartie, votre appli peut être téléchargée sur votre iPhone ou votre iPad et il en est de même pour Google avec son fameux Play Store mais qui est beaucoup moins transparent que son frère ennemi à ce sujet. Un événement particulier est-il venu mettre le feu aux poudres dans cette guerre ? Oui, tout à fait. C'est une prise d'initiative d'Epic Games à l'encontre des règles fixées par Apple qui est venue, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Dans sa mise à jour du 13 août 2020, Fortnite donnait la possibilité d'acheter donc les V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu, depuis l'application directement. En d'autres termes, le jeu prive Apple de sa part du gâteau. Et vous l'imaginez bien, ça n'a pas du tout plu à Apple. Et comme on pouvait s'y attendre, presque instantanément, Fortnite a été supprimé de l'App Store d'Apple.
Et j'imagine que c'est un gros manque à gagner pour Apple vu l'engouement suscité par le jeu Fortnite. Et oui, tout à fait, c'est près de 60% des joueurs Fortnite sur iPhone et iPad qui ont déserté le jeu du coup. Et la marque à la pomme, cependant, n'est bien sûr pas la seule perdante. Bien au contraire, Epic Games, ce n'est pas seulement Fortnite. Le studio est très connu dans le monde du jeu vidéo, mais également dans le monde du cinéma pour son moteur graphique libre de droit, l'Unreal Engine, qui fait tourner des milliers de jeux sur iPhone, mais aussi sur Mac et consoles de salon. Apple, en position dominante, a lancé l'ultimatum à Epic Games. Soit Fortnite est remis sur le store en respectant les règles de taxes, soit tout simplement Apple a décidé de couper toute activité d'Epic Games sur ses stores. Ça comprend bien sûr les Mac, mais ça comprend également les iPhones et les iPads. Ce qui signifie donc plus de mise à jour des jeux qui sont également disponibles sur l'App Store et qui tournent sur Unreal Engine, et donc plus d'argent pour Epic Games. Merci beaucoup Baptiste, et rappelons que la justice américaine a été saisie. Nous en reparlerons bien évidemment dans les prochains mois puisque cette affaire sera encore riche en rebondissements. Merci beaucoup Baptiste pour cette première. On retrouve maintenant notre chroniqueur sport, Valentin Van Cutsem, juste après ce générique. Le 21 août dernier, le championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2 reprenait, donc après 6 mois d'interruption due à la Covid-19. Bonjour Valentin, merci beaucoup d'être avec nous. Cette reprise s'est faite avec des mesures et un protocole sanitaire strict qui fait débat. Pourquoi ? Effectivement, Valentin, la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT ont dû s'adapter aux nouvelles règles sanitaires pour éviter un nombre massif de contaminations au Covid-19. Pour cela, la LFP, la Ligue de football professionnel, associée à la FFF, la Fédération française de football, a mis en place un premier protocole jugé très, voire même trop strict par l'ensemble des clubs, ainsi qu'une commission Covid avec des référents dans les clubs qui sont les médecins de ces clubs. Alors, quel était ce protocole ? Je dis bien était parce qu'il a changé. Eh bien, on considérait jusqu'à présent qu'à partir de 4 joueurs testés positifs dans un club, une rencontre ne pouvait pas se tenir, le virus étant à l'état circulant dans ces clubs. Souvenez-vous, c'est ce qui était arrivé à l'Olympique de Marseille, où au moins 4 joueurs de l'équipe avaient été testés positifs, entraînant le report de leur match de la première journée de Ligue 1 Uber Eats contre l'AS Saint-Étienne. Il y a également le protocole, mais du côté des supporters. Ça, c'est autre chose. Les stades étant des lieux semi-clos, ils doivent respecter une jauge équivalente, souvenez-vous, à 5000 personnes, comme les festivals ou autres activités accueillant du public. Elle peut être rehaussée par décision préfectorale. Souvenez-vous, ça s'est déjà fait, mais pas en football. Pour l'instant, ça ne s'est fait qu'en rugby. C'était dimanche pour la rencontre entre Clermont et Toulouse, où 10 000 personnes ont pu rentrer dans le stade Marcel Michelin à Clermont-Ferrand. Alors, pourquoi ce protocole sanitaire pose tant de problèmes ? Eh bien, la raison, elle est très simple. Le calendrier du football français est déjà surchargé, malgré la suppression de la Coupe de la Ligue, dont la dernière finale s'était tenue le 31 juillet dernier, souvenez-vous, finale entre le Paris Saint-Germain et l'OL, remportée par le PSG au tir au but. Si l'on doit reporter des matchs dès qu'une équipe comporte 4 cas positifs de Covid-19, cela va devenir vite ingérable, autant pour les clubs que pour la commission des compétitions de la Ligue de football professionnel qui décide du report des matchs. Sans oublier que la saison de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT doit se terminer au maximum avant le 31 mai 2021, puisque l'Euro de football, souvenez-vous, qui devait se jouer l'an dernier, a été reporté du 12 juin au 12 juillet 2020 au 12 juin au 12 juillet 2021. Le football français a-t-il trouvé une solution justement pour éviter cela ? Effectivement, Valentin, oui, une solution a été trouvée, c'est l'allègement du protocole sanitaire dont je vous parlais auparavant. La LFP en a d'ailleurs confirmé les tenants et les aboutissants, et on peut voir qu'il se rapproche de plus en plus du protocole Covid mis en place par l'UEFA, l'Union Européenne de Football Association. À l'UEFA, le protocole Covid est le suivant, et ce, depuis, vous savez, le Final 8 de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, dès lors que 13 joueurs, dont un gardien, peuvent être alignés, c'est-à-dire 11 titulaires plus 2 remplaçants,
Et quel que soit le nombre de cas positifs dans le club en question, le match peut se tenir. Dans le cas contraire et par souci de gestion du calendrier, l'équipe qui ne peut pas aligner au moins 13 joueurs perd son match sur tapis vert 3-0. En France maintenant, le nouveau protocole prévoit qu'au minimum 20 joueurs sur 30 possibles titulaires et remplaçants confondus puissent jouer la rencontre en question. Dans le cas contraire et par opposition au protocole de l'UEFA, le match est reporté. Mais on n'est pas à l'abri qu'un trop grand nombre de matchs reportés conduisent la LFP à déclarer une équipe perdante sur tapis vert, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. A noter que dans le nouveau protocole sanitaire, la jauge de 5000 personnes côté supporters reste la norme. Ce nouveau protocole sanitaire a ainsi permis, par exemple, au Paris Saint-Germain de pouvoir jouer hier soir son match en retard contre Lens, alors que le club de la capitale comptait 7 cas positifs de Covid-19, ce qui était incompatible avec l'ancien protocole sanitaire. Pour finir, les règles en vigueur peuvent paraître très contraignantes, mais elles sont nécessaires, notamment si l'on veut protéger les principaux acteurs du foot, que sont les joueurs. Mais franchement, Valentin, que c'est bon de revoir du foot! En effet, merci beaucoup Valentin pour toutes ces explications. Et avant de se quitter, on retrouve donc maintenant Emmeline et ses recettes. Et aujourd'hui, elle nous prépare une baguette façon flamme-queue. Vous allez voir, c'est excellent. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de baguette façon flamencuche. Pour cette recette vous aurez besoin de lardons, de fromage râpé, de crème fraîche et de demi-baguettes pré-cuites. Donc commencez par couper votre demi-baguette en deux. Donc il faut savoir que cette recette est pour 4 personnes. Ensuite, étalez la crème fraîche sur des demi-baguettes. Puis ajoutez-y les lardons. Et pour finir, le gruyère râpé. Et ensuite enfournez pendant 20 minutes à 180 degrés. Et voici, bon appétit! N'hésitez pas à déguster ces baguettes avec une feuille de salade. N'hésitez pas à nous suivre ou à nous donner des idées de recettes sur Twitter @atab_Emmeline ou alors par mail émissionvalinfo@gmail.com. Merci beaucoup Emmeline pour cette recette. Voilà, c'était cette première émission de rentrée de l'Hebdo. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter ces émissions sur YouTube ou sur Facebook. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end et une très belle semaine.